Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 3 mars 2025. Alors aujourd'hui, comme chaque lundi, on va faire un petit point sur les chiffres à venir, les chiffres macroéconomiques et l'agenda de la semaine qui va donner un peu le ton sur l'économie mondiale. On verra les résultats à venir des entreprises. Il y en a encore plus beaucoup, mais il y en a encore sur le CAC 40 et également un peu aux États-Unis. Et puis on regardera aussi les actions qui ont bien bougé, les actions qui vous intéressent et quelques valeurs à suivre sur lesquelles il est toujours probablement intéressant de se placer. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer par l'agenda avec les chiffres, notamment sur les PMI. Les PMI, ça mesure notamment la contraction ou l'expansion du secteur économique. Au-dessus de 50, on est positif, donc on a un secteur qui se développe, et en dessous, on est en négatif. Pas en récession, mais on a un secteur qui est en contraction. On a eu ces chiffres-là en Chine. On avait eu des chiffres déjà samedi qui étaient plutôt positifs avec un petit décalage. On passait de 49 à 50 sur la Chine, donc on voit que ça revient bien. On les a eu aussi aujourd'hui sur le manufacturier. On était à 50, on passe à 50,1, on passe à 50,8. Donc on voit que c'est pas énorme, mais ça va dans le bon sens. Tous les chiffres de la Chine sont continus et vont dans le même sens, donc c'est plutôt largement favorable. En Europe, c'est toujours misérable. Espagne, Italie, France, Allemagne, on est sous les 50. Alors l'Espagne qui était au-dessus, elle est repassée en dessous, 49,7. Et en Europe, on est à 47,6, donc c'est vraiment moyen. Seule chose positive, c'est qu'on passe à 2,3% d'inflation sur la zone euro. On était à 2,5, on passe à 2,3. Notamment pour jeudi, on va en reparler avec la BCE. On a également eu les PMI manufacturiers aux États-Unis, 52,7. Là, c'est en augmentation, donc plutôt bien, mais les mêmes chiffres sur l'ISM sont revenus un peu moins bien qu'espéré à 50,3. Donc, ça commence à se tasser quand même aux États-Unis. On le sent. Il y a toujours un peu de force. Il faudra maintenant des nouveaux catalyseurs pour rebondir et aller plus fort et aller chercher des nouveaux plus hauts, parce que on sent qu'il n'y a plus trop de carburant dans la machine pour l'instant aux États-Unis. Alors ça peut repartir sur une annonce, sur quelque chose, mais pour le moment, on va plutôt vers une croissance assez faible. Mardi, pas grand-chose d'intéressant. Mercredi, on aura les mêmes chiffres, mais sur les services, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Création d'emplois non agricoles à 14h15, PMI service à 15h45 aux États-Unis. Jeudi, on aura les PMI construction en Europe, ça peut être intéressant aussi pour le secteur de la construction, et surtout 14h15 la BCE qui annonce la baisse des taux très probable. On est à 2,90, on devrait passer à 2,65. A priori, il n'y aura pas trop de surprises, comme l'inflation baisse bien. On va continuer d'aider les secteurs économiques en baissant le taux de crédit pour le refinancement. Est toujours jeudi. Inscription hebdomadaire au chômage à 14h30 aux États-Unis. Et vendredi, on finira avec le PIB en Europe à 11h. Le salaire moyen horaire, je vais y arriver, aux États-Unis à 14h30. Ça, c'est une stat importante. Ça va aider, ça va permettre de cadrer aussi la capacité des ménages notamment. Et l'inflation. Donc, si on a une continuation du salaire aux États-Unis, alors c'est une bonne chose, mais ça va finir par handicaper les marchés. Création d'emplois non agricoles à 14h30, chômage à 14h30. On est à 4% de chômage aux États-Unis. Et peut-être des stats sur la Chine. Alors, il les donne pas toujours, mais à 18h sur l'import-export. Et puis, les résultats. Alors, notamment aujourd'hui, on a eu Exosense qui ont donné des résultats largement achetés. On reverra rapidement. Demain, on aura CrowdStrike et Thales. Thales, on va évidemment en reparler. Mercredi, on aura Dassault Aviation, également JD.com, Adidas. Jeudi, Broadcom, grosse valeur aux États-Unis, Broadcom. Et on a également Bouygues, Air France, la Française des Jeux et Morel et Prom. Et enfin, vendredi, il y aura Biomérieux qui donnera ses résultats.
On regarde les indices étrangers pour voir que le Dow, hein, toujours, on le voit un peu, un peu au ralenti. On a l'élection de Trump ici, on a les plus hauts à 45, le rebond, le comblage de gap, pardon, sur le gap de Trump, le rebond sur les plus hauts. On en est là, donc le marché pour l'instant hésite, hein. Est-ce qu'on va aller plus haut? Il faudra des catalyseurs, il faudra vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être l'arrêt des taxes douanières, hein, sur Trump, mais comme il y a un ralentissement économique, c'est aussi une mesure de protection, hein, pour les États-Unis. Est-ce qu'il va dévaluer le dollar comme la Chine est en train de dévaluer sa monnaie ou pas? Pour l'instant, on n'a pas de piste. On les aura peut-être ce mois-ci ou en avril pour savoir si le marché américain va aller à nouveau vers les plus hauts ou va commencer à consolider un peu plus fortement sur le Nasdaq. Ça peut bouger beaucoup plus vite, hein, sur le Nasdaq notamment, avec Nvidia aussi. Là aussi, fortement suivi, on aura Broadcom, hein, qui va donner ses résultats. Ça pourrait être intéressant, hein, Broadcom. Les résultats, c'est jeudi. Le Nasdaq, donc, comme le Dow qui a fait le double top, qui revient sur ces niveaux intéressants, hein, de pré-élection Trump. Et pour l'instant, bah, on va attendre aussi ce que va faire Nvidia. Mais pour l'instant, on n'a pas capitulé, donc plutôt en mode observation sur les technologiques. Et on devrait avoir une idée un peu plus intéressante peut-être dans la fin de semaine, si on a des gros rebonds. Sinon, ça risque de construire un peu comme ça pendant pas mal de temps. Je voulais voir aussi l'Inde. Alors on a aussi des stats sur l'Inde qu'on pourrait regarder. C'est mercredi à 6h du matin, on a les PMI services sur l'Inde qui devraient être plutôt bons. Est-ce que le marché indien va repartir à cette date-là? Il faudra le surveiller parce qu'on le voit, le marché indien, depuis 26 septembre, sur son plus haut, il fait que baisser, hein. On a eu la consolidation à la fin d'année et après, boum, on dégrade et on n'y arrive pas sur le marché indien. Donc, si on veut s'intéresser à l'Inde et notamment des ETF, par exemple, sur le Nifty, ça peut être intéressant, mais il faut attendre éventuellement un petit rebond et une cassure de cette oblique, revenir ici. Donc, pour l'instant, oui, on voit, on fait que baisser. Peut-être des chiffres à acheter, hein, en milieu de semaine. Et si c'est le cas, si on revient fort, on sera acheteur sur ces niveaux-là. Mais pour l'instant, le marché indien est toujours baissier. Et le CAC 40 qui gagne plus 1%, qui allait chercher avec sa mèche ses plus hauts historiques quasiment, hein, 8257, donc à 2 points de son record. Et demain, il y aura Thales. Alors Thales qui a déjà un peu... ils ont ouvert les cadeaux d'anniversaire avant les résultats. Donc, est-ce que ça va encore être volatile demain? On verra. Ça l'a été énormément aujourd'hui. On est toujours plutôt favorable parce qu'on a une consolidation à plat sur le CAC depuis un moment. On a une grosse dynamique. Donc, si on devait parier plutôt sur des nouveaux records ou un retour sur les 7007, on serait plutôt enclin à voir le CAC progresser. Là aussi, ça va dépendre en partie, hein, de Trump et des annonces, notamment sur les taxes, parce que c'est un peu ça qui coince pour le moment. Et malgré ça, on a quand même, hein, une belle progression en Europe. On va regarder les grosses variations sur le CAC. Évidemment, Thales plus 16%, et on va parler forcément on en parle souvent ici des valeurs de la défense et de la guerre, hein. Pourquoi? Parce que on le sait, c'est un des axes de négociation de Trump qui veut se désengager, parce qu'il y a une baisse de la croissance aux États-Unis, donc il cherche un peu à couper des budgets, et donc notamment dans l'OTAN. Et l'implication des États-Unis, notamment en termes d'armement, ça leur coûte assez cher et ils auraient besoin que l'Europe prenne un peu en main plus fortement leur défense. C'est pour ça que beaucoup de pays européens vont augmenter leurs dépenses en pourcentage de leur PIB. Ils étaient autour de 2%. On va certainement être au-delà des 3 et des 4 à l'horizon de quelques années.
Donc ça va être des dépenses et des carnets de commandes qui vont durer hein, sur plusieurs mois, sur plusieurs années avant d'atteindre un pic. C'est pour ça que beaucoup de valeurs, et Thales était intéressante parce qu'elle n'avait pas encore monté par rapport à d'autres. Donc on en parlait souvent, hein, Thales largement acheteur, et aujourd'hui on refait un gap haussier. Alors à court terme, comme d'habitude, hein, de la volatilité, peut-être des prises de profit, mais à moyen long terme, et si on vise 2026, Thales ou plus tard, Thales ils seront certainement encore au-dessus. Alors oui, rentrer maintenant, ça peut sembler un peu haut, surtout qu'il y a les résultats demain. Mais ce genre de valeur qui est porté par un contexte favorable où tous les États vont se réarmer, ça devrait être favorable. Donc éventuellement, en type DCA, régulièrement prendre du Thales, ou alors sur repli prendre du Thales. Maintenant, on peut également en prendre. On risque d'avoir une baisse. Si on a une baisse, il ne faudra pas paniquer parce que sur le moyen long terme, hein, ça repartira. Donc oui, toujours favorable hein, sur ces valeurs-là. Dont on parlait souvent ici, il y avait Dassault Aviation aussi hein, qui donne ses résultats, c'est pareil, alors petit chandelier rouge hein, sur Dassault, mais même si on revient là sur les 250, il y a le carnet de commandes qui est en pleine explosion, et ça devrait être plutôt intéressant. Rheinmetall aussi, l'allemand, hein, alors lui, c'est pour le coup, c'est super impressionnant, c'est même mieux que certaines technologies que ce que fait Rheinmetall. Il s'arrête pas, il continue. Donc là aussi, hein, sur Rheinmetall, on est favorable pour s'investir. Que ce soit maintenant sur repli ou en DCA, évidemment sur des plus hauts comme ça peut faire un peu peur, puisque les chiffres hein, en termes de RSI, de MACD sont énormes, et on a des volumes et puis on a des commandes qui vont continuer. Donc toujours voir l'horizon de placement. Si on est court terme, non, mais si on a une horizon de placement plus longue, et si on peut pyramider sa position en plusieurs fois, une fois maintenant et puis une fois peut-être sur repli, ou si ça continue un peu plus tard, pour lisser l'investissement, ce sera toujours intéressant. C'est pareil pour Saab, hein, le Suédois. On en avait parlé de cette configuration qui était intéressante, et ça a explosé, notamment hein, mi-février, et là dernièrement, avec encore un gap. On va regarder aussi. On a éventuellement, oui, Leonardo ou BAE System hein, qui explose aussi. Et même, alors Safran un peu moins, mais ils continuent leur progression super importante. On va revenir au CAC 40. Pour voir donc les téléperformances aussi. On en avait parlé hein, de téléperformance pour plutôt surpris que le marché est vendu, parce que moi je suis toujours largement positif sur cette valeur. Et on a eu une vente massive, mais avec une mèche basse et puis des rachats, et on le voit aujourd'hui, on est presque déjà en train de combler le gap. Donc je pense qu'on est toujours acheteur hein, sur téléperformance, que le travail ici et les 2 dernières journées ont prouvé quand même qu'on devrait rapidement combler le gap, et que les résultats passés qui ont été vendus ont été quand même plutôt vus comme une opportunité de marché intéressante. Donc le moyen terme devrait être favorable pour Téléperformance, qui intègre de plus en plus l'IA à ses solutions et qui devrait baisser ses coûts. Et là aussi, bon, on met tout ça en relation avec la valorisation, parce que si vous avez une valeur qui est déjà super capitalisée avec un PER énorme, très cher, qui cote sur des plus hauts, c'est pas la même chose qu'une valeur qui a énormément baissé comme Téléperformance. Donc oui, là c'est toujours plutôt intéressant. Et puis toujours sur la guerre, hein, Airbus forcément plus 5 continue sa progression. Et Arcelor qui pourrait avoir des contrats notamment pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc ça peut être intéressant hein, d'acheter l'aciériste pour jouer aussi la suite. D'autant qu'on a cassé un point intéressant, notamment ici, cette oblique-là. On les a cassés sur résultats, hein, les résultats du 6 février.
Et depuis, on consolide à plat, donc on est en train d'accumuler. Là aussi, c'est largement favorable pour Arcelor. Je pense que les plus hauts, hein, sur les 33, alors les plus hauts récents, parce que on était bien plus haut, hein, avant, mais le dernier plus haut, 2021, devrait être cassé, je pense, assez rapidement. Et si les contrats en Ukraine sont plutôt bons, on pourrait retrouver les 40, hein, sur ArcelorMittal. Et actuellement, on le voit, on est à peine à 28. Donc, très belle valeur aussi à acheter. Carrefour. Alors, Carrefour, en ce moment, on va en parler juste. Il y a un petit deal apparemment avec Kretinsky, hein, Kretinsky qui a récupéré Casino et également Monoprix. Et Carrefour, il s'intéresserait notamment, hein, à ces magasins, Casino et Monoprix. Donc il pourrait les racheter aussi avec, en payant par des actions Carrefour. Forcément, ça ferait une petite dilution à court terme, hein, pour les actionnaires de Carrefour, donc pas forcément favorable. Par contre, ça pourrait être intéressant pour Daniel Kretinsky, hein, qui rachète un peu tout, qui fait souvent des bonnes affaires et qui est actuellement sur Fnac Darty. Donc, on peut regarder, on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Fnac Darty, on voit qu'il essaye, hein, de repartir, et cette nouvelle pourrait peut-être aider, hein, le financement de Kretinsky, et donc lui permettre d'avoir un peu plus d'argent pour peut-être booster ses autres valeurs comme Fnac, qui a une grosse résistance là sur les 30.3. Elle les dépasse de peu à chaque fois, mais elle revient. Mais on est quand même sur une dynamique court terme intéressante, et puis des rachats ici autour de la moyenne à 200 qui me semble plutôt favorable. Alors, il faudra que le deal se fasse avec Carrefour. Et voilà. Et puis juste la plus grosse pondération du CAC, LVMH, qui continue de consolider, mais on voit, ça, c'est plutôt un signe de force. Très intéressant. Le gap haussier, la conso, on vient pas combler le gap et il se passe rien. On consolide niveau MACD, RSI aussi, on continue de baisser, mais le cours, lui, il bouge pas. On est sur des supports autour de 676. Donc sur pas mal de valeurs du luxe, on voit qu'on digère bien, qu'on digère très bien, et qu'on devrait a priori repartir ces prochaines semaines. Donc si vous êtes intéressé par des valeurs du luxe, que ce soit LVMH, Hermès ou d'autres, c'est des valeurs à surveiller maintenant, je pense, parce qu'on devrait avoir de belles chances de réaction. Les matières premières aussi, on n'a pas fait les matières premières. Le Brent, toujours une petite baisse, hein, depuis le mois de janvier. Mais on sent que la baisse, elle est pas énorme non plus. En plus, on revient sur un support, hein, court terme ici. Peut-être que la guerre et les accords de paix en Ukraine vont là aussi aider à faire baisser le prix de l'énergie et donc le prix du pétrole. Donc pour le moment, on est en attente, mais ça pourrait peut-être pénaliser à court terme le prix du pétrole et certaines pétrolières et parapétrolières. On a parlé aussi du jus d'orange et du cacao. Le cacao qui a rebondi, hein, on l'avait bien noté ici sur sa moyenne à 200, donc il est en train de repartir. Ça peut être intéressant, je pense, toujours de jouer le cacao, parce on avait un support majeur ici. Alors là, c'est sur un futur, hein, 8333, mais c'était le support de mardi 25 ou de lundi 24, hein, on était reparti au-dessus. Donc là aussi, sur le cacao, hein, le travail... qu'est-ce que j'ai fait ? Le travail, hop, ici, d'accumulation, hein, et la cassure pour une nouvelle séquence haussière sur le cacao. A priori, si on tient ces niveaux-là, 8333, on devrait performer, donc plutôt favorable et plutôt à acheter. Si on est prudent, on attend quoi ? Éventuellement l'inversion de tendance niveau MACD qui devrait confirmer, hein, le rebond. C'est pas encore le cas. Et le jus d'orange, on en avait parlé ici, hein, une dizaine de jours, un petit peu trop tôt parce qu'on a continué de baisser. Mais là, on semble arriver sur un support ici,
C'était une zone bien travaillée au mois de février 2024, donc il y a un an. Et on voit, ça fait 4 jours, hein, 4-5 jours qu'on est dessus. Et on commence à retrouver des histos intéressants au niveau de la MACD. On pourrait avoir l'inversion de tendance. Et on pourrait surtout repartir au-dessus des 30 niveau RSI. Hein. On est à 19, donc c'est encore bas. Euh, pour jouer le rebond technique sur le jus d'orange, comme sur le cacao. Alors là, la chute, elle a été quand même violente sur le jus d'orange. Mais on peut, je pense, peut-être aller chercher bientôt. Depuis cette séquence-là, hein, avec une accumulation, un rebond sur le jus d'orange. Le palladium aussi qui réagit aujourd'hui. On est toujours haussier hein, sur le palladium. Alors, signal d'achat fin janvier, début février, je crois. On a du mal à partir, mais c'est toujours racheté. Hein, c'est des niveaux qui sont beaucoup trop bas sur le palladium, hein, qui est un minerai assez rare et qui est aussi en relation avec le secteur auto. Et ça devrait quand même performer cette année. Alors on a eu quelques faux départs, mais on a des rachats toujours sur plus bas qui sont toujours plutôt intéressants à prendre. Le platine, c'est un peu la même chose dans une temporalité plus grande. Hein. On est toujours dans cette phase ici de consolidation avec des rachats. C'est pareil, on le voit sur les 900, 916 et on est toujours au-dessus là. Donc un peu de travail sur le platine, mais ça devrait déboucher vers une cassure à la hausse. Et on finit avec l'or et l'argent. L'or qui commence peut-être une petite consolidation. Après c'est plus haut à 2956. On le voit au niveau de la MACD, hein, la consolidation qui commence à être un peu plus forte. Et ce qu'on peut jouer sur l'or, bah c'est ça, c'est le support à 2790, parce qu'on n'y est jamais revenu. Et souvent, hein, quand c'est des zones clés comme ça qui ont été bien marquées, bah on y revient au moins une fois. Là, la tendance est toujours plutôt forte, donc attendre sur l'or qu'on ait ce phénomène de consolidation, de rebond, de cassure, et pardon. Et on pourrait, je pense, rejouer la continuation de la dynamique haussière sur l'or, mais pour l'instant, à court terme, on est plutôt négatif. Et l'argent, on fait toujours des échecs sur les 32,5, mais on n'est pas loin de repartir sur l'argent. On a fait une première tentative qui semblait intéressante, hein, mi-février. Il faudra attendre, je pense, une nouvelle fois le débordement hein, des 32,5. Mais a priori, on est quand même sur des graphes super intéressants aussi au niveau de l'argent qui devrait être haussier. Hein, et avec le retour de la Chine qui est en train de se concrétiser, je pense que l'argent devrait performer aussi. Les plus prudents, on attendra les 33 pour se placer, mais même maintenant, je pense qu'il y a des chances de succès. Et enfin, on va voir quelques valeurs. Alors, Akzo Nobel. Hop. Notamment dans les peintures et produits chimiques. On voit, c'est super grand hein, comme figure sur Akzo. On a le support à 51,4 qui est intéressant. On a ces échecs sur la moyenne à 200, la phase de congestion, mais c'est super grand comme figure. Donc là aussi, il y a un peu de volatilité. Mais attendre la fin de ce travail et éventuellement la cassure vers le haut, je pense, pour acheter. Et si c'est pas le cas, on aura une cassure vers le bas et puis on jouera les 40,6 pour un retour. ASML Holding. On va attendre les résultats de Broadcom et comment se comporte Nvidia. On peut regarder Nvidia. Hein. Les résultats qui ont été vendus, réaction le lendemain. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est en train de temporiser, donc c'est plutôt bien parce que ce qu'on regarde surtout, c'est les plus bas. Est-ce qu'on réagit par rapport aux derniers plus bas qui sont ici sur les 116,40
pour l'instant, oui, c'est ces niveaux-là, je pense, qui sont intéressants à surveiller parce que si on a une baisse de volatilité comme ça, hein, on aura peut-être une phase de congestion du coup. Hop, une phase de congestion comme ça, et puis en ressortir pour attaquer surtout les 125. C'est ça aujourd'hui qui compte, c'est la résistance des 125 qui est à peu près au niveau de la moyenne à 200. Et le dernier plus bas sur les 116,40. Donc c'est ces deux zones-là qui vont faire tampon et qui, sur débordement d'un ou de l'autre, devraient nous donner la tendance d'NVIDIA. Il y aura Broadcom qui va aider, je pense, dans un sens ou dans l'autre. Donc pour l'instant, sur NVIDIA, on regarde et on surveille bien qu'est-ce qui va casser en premier sur la valeur. Donc pour l'instant, en observation, ça reste neutre. Mais voilà. Donc pour revenir à SML, il faudra attendre donc les résultats de Broadcom et la réaction d'NVIDIA, mais on a toujours sur ASML une avance technologique, hein. C'est eux qui font les outils pour les semi-conducteurs, notamment c'est eux qui font les machines de construction de semi-conducteurs. Ils sont leaders notamment dans la high-tech et la système de gravure vachement basse. Donc c'est un peu les valeurs ont du pricing power qui se permettent de pouvoir augmenter leur prix ou de s'ajuster ou d'avoir les mêmes clients parce qu'il n'y a pas tellement de concurrence. C'est presque un monopole ASML Holding ou SM International. Donc à moyen long terme, on est toujours aussi plutôt favorable. On voit hein, cette chute qui a été arrêtée ici fin novembre, début décembre, le début de rebond dans son canal haussier. Il y aura toujours la moyenne à 200 qui va être un peu compliquée à passer, mais à moyen terme, on est toujours plutôt favorable. À court terme, ça risque de, à part s'il y a des gros niveaux sur Broadcom qui sont surprenants, ça risque de ne pas être intéressant, mais je pense qu'il faudra s'y réintéresser un peu plus tard quand on aura cassé les 750 ou les 800. BMW, alors oui, une belle réaction aussi sur BMW. Qui était en baisse hein, depuis quasiment toute l'année 2024 et qui a trouvé un support intéressant ici sur les 66. On le voit, hein. Ça fait presque un M avec le haut du M qui revient pas sur le support, mais le bas du M, oui. Donc ça a servi de rachat. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revient tester la première oblique. On la casse avec la moyenne à 200 et l'accumulation au-dessus. Donc là, techniquement, on est plutôt assez fort sur BMW. Attention toujours, hein, parce qu'on a un contexte compliqué avec les véhicules chinois qui sont quand même beaucoup plus compétitifs que les autres. Mais oui, si on a des valeurs à jouer, hein, on parlait d'une autre valeur avec les membres aussi. Mais BMW, pourquoi pas? Parce que techniquement, on a quand même des signaux assez favorables. Donc pour continuer la hausse. Clariane toujours positif, hein, on surveillera surtout. Moi, je mettrai éventuellement un stop sur les 3,30 ou un peu en dessous. La tendance est toujours très forte et haussière. On a beaucoup de volume. Alors à court terme, il y aura peut-être un retour hein, sur ce niveau-là, même en dessous, mais à moyen terme, je pense qu'on peut être peut-être gourmand sur cette valeur. Et puis quand on verra les volumes vraiment s'arrêter, voir si on est long terme ou court terme et éventuellement prendre ses bénéfices. Entech, alors ils ont annoncé je crois un contrat aujourd'hui important, c'est une petite valeur, hein. Entech, il n'y a pas beaucoup de volume. Gap haussier qui n'a pas été comblé, on est toujours positif pour aller jouer hein, cette zone autour des 8 et la casser à moyen terme. Fastenal Company, c'est positif aussi, on a le gap sur les 70.01 qui n'a pas été comblé, mais on l'a frôlé 2 fois. On a des rachats sur le moyenne à 200, des rebonds, et puis dernièrement, hein, on casse la dynamique baissière et on est en train de repartir. Donc plutôt intéressant hein, cette valeur, avec des pourcentages aussi peut-être assez intéressants pour aller chercher les plus hauts aux alentours des 10%.
assez rapidement. Alors Hoffman, sont décevants, encore beaucoup de volume, encore beaucoup de ventes. On revient sur quasiment les plus bas, hein, les 4 euros. Moi, je suis un peu surpris de l'avoir comme ça baissé malgré les résultats. Alors, je crois qu'il y aura des résultats complets le 17 ou le 19 mars prochain. Ça pourrait peut-être apporter plus de précision, mais moi, c'est toujours une valeur auquel je crois. Alors, c'est un peu inquiétant quand même ce qu'elle nous fait depuis ici, hein, depuis le 10 février. Si on vient casser les 4, oui, on va forcément s'inquiéter. Mais ça reste quand même un beau potentiel, je pense, hein, sur cette valeur. Alors forcément, si elle continue à tomber, il faudrait plutôt s'alléger ou s'en séparer et y revenir sur une réaction du marché, plutôt que de s'entêter à rester. Mais je pense qu'elle a toujours un futur relativement intéressant. Imeris, c'est une valeur intéressante aussi, Imeris à acheter, hein. Elle a eu que des bonnes nouvelles, notamment le procès sur le talc aux États-Unis qui a été bien géré et qui devrait pas pénaliser le groupe. C'était ici les résultats qui ont été largement achetés. Dernièrement, il y a eu peut-être les rumeurs d'OPA de la part de groupe Bruxelles-Lambert. Plus un retour aussi de la construction, un retour de la Chine et de l'industrie avec le besoin d'industrie minière et de matériaux dont fait partie Imeris. Techniquement, on a aussi la cassure ici de l'oblique sur le gap, hein, le gap des résultats. On a la rentrée sur volume sur les 26 et les 25 dernièrement. Et là, on a l'accumulation autour de la moyenne à 200, juste sous la résistance. Donc pour moi, c'est toujours largement intéressant. Et on n'attend plus qu'une explosion éventuellement sur une offre d'OPA, hein, pour aller jouer les zones aux alentours des 35. Toujours très favorable sur Imeris. MIPS, c'est en Suède. Sur les casques de sécurité. Échec malheureusement sur les 600, hein, on l'avait frôlé assez souvent. On a fait une mèche haute le 6 février avec un gap. Ça devait être des résultats probablement. Derrière, on comble. On revient sur la zone bien travaillée autour de la moyenne à 200 et puis les 430. Voir un peu ce qui va se passer parce que là, c'est un peu tôt. Voir si elle réagit bien ici parce que là, si on zoome un peu, cassure de moyenne à 200. Pour l'instant, on est en dessous. Donc, si on a même un retest et qu'on casse vers le bas, ce sera pas terrible, hein. On a plutôt un signal négatif ici. Donc, attention. Hold Dominion. Dominion, ça me rappelle StarCraft. Qu'est-ce qu'ils font? Transport logistique et déménagement aux États-Unis. Alors moyen, mais on a peut-être une zone de rachat autour des 165. Là aussi, il faudra que ça travaille par ici. Entre les 165 et les 190, on va dire. Et que ça recasse fortement. Mais ouais, c'est pas rassurant parce qu'on avait cette belle dynamique ici qui a été cassée. On a essayé de revenir, hein, pour aller taper des plus hauts, mais on l'a recassé. Les rebonds, ils sont de plus en plus bas. Les 232, 231, 228, 209. Il faut stopper un peu cette dynamique. Donc plutôt négatif quand même sur Old Dominion. Il faudra une grosse réaction de marché pour redevenir positif. Prodware. Alors là, les volumes, ils font peur, hein, sur Prodware. Ici, par exemple, on a fait combien de volume? 347. 347 actions à 10 euros. Ça fait 3500 euros de capitalisation échangée dans la journée. C'est assez moyen. Là, on a eu un gros gap. Il y avait peut-être une rumeur d'OPA, je pense, hein, pour qu'on ait un prix comme ça qui se stabilise.
derrière, ça repart. Alors oui, c'est intéressant, mais que en petite ligne spéculative, parce que ces valeurs-là, hein, où il y a pas de volume à ce point-là, c'est quand même très risqué et on peut avoir des grosses surprises et des dilutions qui arrivent assez vite. Maintenant, techniquement, on reste haussier et c'est plutôt intéressant, mais le but, c'est peut-être ça, de revenir sur les 14. On n'en est pas loin, hein, et déjà sur les 13,5. Donc le potentiel de marge avant potentiellement une prise de bénéfice, il n'est pas très important. Schneider Electric, toujours positif, hein, sur les data centers notamment. On est revenu vendre un peu dernièrement pour retrouver à nouveau les supports et puis la moyenne à 200. Moi, j'ai toujours investi sur Schneider, toujours plutôt largement positif. Le marché attend d'avoir plus de visibilité, notamment sur les contrats de data center et autres, et sur l'intelligence artificielle, mais ça devrait quand même être acheté ces prochaines semaines. Sequana Medical, pas mal, parce que ouais, gros gap haussier. Derrière, on rend quasiment tout. Et là, on arrive depuis un moment où il n'y a plus de volatilité, on est en territoire négatif, on retrouve bientôt les istos verts. On surveillera, oui, l'oblique, forcément. Alors, je l'ai mis comme ça, l'oblique, mais sur les autres points d'impact, elle n'est pas tellement pertinente. Donc, celle-là me semble peut-être plus intéressante, puisqu'elle coïncide aussi avec la moyenne à 20 jours. Donc, c'est plutôt ce genre de choses qu'on va surveiller. Si on a une grosse rentrée sur volume, mais ça peut partir vite. Alors, éventuellement, en anticipation maintenant, avec des stops assez courts, sur les 1,35 peut-être. Ou alors, on attend que ça pète, et si ça pète, on se place pour jouer uniquement le court terme et la spéculation pour un deuxième round, pour aller chercher les 4,39 dans l'idéal, mais on n'ira peut-être pas aussi haut, hein, on ira peut-être que vers les 2,88. Donc oui, c'est une valeur assez volatile, intéressante à trader, et qu'on peut jouer comme ça sur quelques jours. Donc c'est une valeur à suivre. Solution 30, le marché l'aime pas, hein. Il y avait eu des rumeurs de fraude, ça avait complètement flingué la valeur. Et depuis, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Le gap baissier des 10,2 qui a jamais été comblé. Il y a tellement de valeurs intéressantes. Pourquoi aller se mettre dans ce piège-là de solution 30? Alors oui, les rebonds comme ça, les dynamiques sont aussi assez juteuses, mais c'est, je pense, toujours assez risqué de se placer sur des valeurs comme ça qui vont à la casse, parce que du jour au lendemain, vous pouvez avoir le gap baissier et puis plus jamais retrouver votre mise, donc plutôt à éviter. Moi, j'aime pas ces valeurs-là. Voilà, mais oui, on peut les jouer en court terme éventuellement sur une ligne spéculative quand on retrouve des volumes et une dynamique. Mais là, à court terme, hein, on vient de retaper la moyenne à 200, en échec sous les 1,59, c'est plutôt négatif. Téléperformance, on en a parlé. Et Walt Disney, alors moi je suis toujours acheteur, hein, sur Walt Disney. Alors j'ai pas de ligne, mais j'en avais parlé notamment, je crois que c'était autour du 27 janvier, où j'étais acheteur. Et suite aux résultats, les résultats ici, du 5 février, qui étaient très bons, notamment sur le streaming, notamment sur la partie cinéma, surtout, et qui avait été un peu vendu. Alors comme souvent, hein, les résultats sont vendus, même quand ils sont bons. Toujours positif, hein, sur Walt Disney, et on surveillait éventuellement cette zone-là, les 113. La moitié du gros chandelier qui sera intéressant une fois qu'on l'aurait recassé à la hausse pour confirmer la dynamique haussière de Walt Disney, et c'était le cas vendredi dernier et on confirme aujourd'hui. Donc pour moi, on est toujours acheteur sur Walt Disney, qui a toujours une bonne dynamique, qui a des chiffres excellents, et qui devrait aller taper au-dessus des 118. Alors c'est pas son plus haut, hein, elle est déjà allée largement beaucoup plus haut, mais elle est en redressement, hein, Walt Disney. Et je pense que les 118, ils vont casser très rapidement. Donc oui, si vous voulez une valeur américaine, notamment, hein, dans l'entertainment ou autre, Walt Disney semble tout indiquer pour moi. On est largement favorable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les questions si vous en avez. J'y répondrai. Bon trade, à plus.